Mag, la tête en bas. C'est ça. Merci d'être là, Didier Landau. Bienvenue sur Éthique, bienvenue toute la clique éthique. On tenait à parler avec vous, à toute la communauté éthique et aux militants plus particulièrement, d'un comportement qu'on observe depuis, ce qui concerne les Gilets jaunes, 2 ans, mais historiquement, ça se répète régulièrement. Et avec vous, je souhaitais parler de soumission, sachant que vous êtes psychologue, formateur. D'ailleurs, vous avez une page Facebook où il y a plus de 70 vidéos. J'invite tout le monde à aller les regarder. Si vous abordez les choses de manière très simple, très intelligible. Donc, d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Puis ensuite, on ira plus dans le vif du sujet ensemble. Ok, merci de votre accueil. Donc Didier Landau, je suis psychologue, psychosociologue pour être plus précis. On est dans un métier où il y a plein de spécialités différentes. Donc mon domaine de compétence, c'est plutôt tout ce qui tourne autour des interactions sociales, des relations entre les gens, dans notre comportement dans la vie de tous les jours et notamment au sein des groupes. Évidemment, dans ce contexte-là, les questions qu'on a évoquées brièvement juste avant le démarrage de ce live, autour de la soumission, de la dissonance cognitive, etc., etc. On est dans des domaines qui sont des domaines de compétences à moi. J'exerce avec 2 métiers, un métier de psychologue, un métier de formateur. Je travaille auprès de groupes dans le domaine du soin, du social, de l'éducation, de l'animation, voilà pour les domaines essentiels. Et j'ai travaillé 2 ans en appui à la parentalité auprès de parents en difficulté, dans l'éducation de leurs enfants, 9 ans en prévention de la prostitution auprès de personnes en situation de violence et de souffrance. Voilà pour aller très vite sur qui je suis. Alors, merci de cette présentation. Et puis, félicitations pour tous les combats que vous menez. C'est pas simple. La première question, moi qui me vient là parce que c'est actuel et je pense que beaucoup de gens se la posent. Comment est-ce que quasiment la totalité de la France a accepté de se soumettre à un confinement tout en ayant en tête l'absurdité de ce qui se passait? Parce les gens savaient qu'on ne savait rien et se sont soumis au confinement. Par exemple, comment vous expliquez une soumission comme ça? Alors c'est une question qui a l'air simple, mais la réponse me semble plus complexe que la question. Euh, je crois qu'il y a plusieurs angles de vue, plusieurs angles d'analyse possibles. La première chose qui me paraît importante, c'est que quand on parle pandémie, quand on parle de mortalité, quand on parle d'un virus inconnu, évidemment, la question de la maladie et de la mort apparaît et est présente. Et du côté de la mort, eh ben, il y a de la place pour toute l'anxiété et l'angoisse possible. Et le besoin numéro un qui s'exprime à ce moment-là, c'est un besoin de sécurité, c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Alors, on n'est pas tous et toutes aussi sensibles à ce besoin de sécurité. Il y a aussi, ça a à voir aussi avec la question de notre expérience de la mort et de la maladie. Ça a à voir aussi avec nos critères de sécurité intérieure. Mhm. Mais globalement, la question de la maladie et de la mort, ça réveille des choses très fortes du côté de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Et donc, il me semble qu'il est très logique que la majorité d'entre nous ayons été dans une espèce de principe de précaution. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, comme vous le disiez très justement à l'instant, comme tu le disais à l'instant, si je peux me permettre le Tu peux. tutoiement, je pense que sur Ethic News, on a le droit. On a le droit. Euh, euh, Comme tu le disais très justement là, il me semble que voilà ce principe
de précaution, cette anxiété, cette insécurité, cette incertitude quant à ce qui allait se passer. On savait déjà qu'il y avait des dizaines de milliers de morts ailleurs, dans d'autres pays, et donc ça a de quoi nourrir l'angoisse, l'inquiétude. Et ben ça entraînait effectivement des comportements, alors de conformisme, je crois, et de soumission, très certainement. Donc là, on est du côté de la question du besoin de sécurité. Une autre façon de regarder les choses, c'est que les informations qu'on a reçues étaient des informations contradictoires. Il n'y avait aucune certitude, aucune vérité dans ce domaine. On a eu des informations extrêmement contradictoires de la part du gouvernement, mais des explications contradictoires de la part des experts, des spécialistes, de ceux qui sont censés savoir pour nous. Et donc ça crée de l'incertitude. Et l'incertitude crée aussi l'anxiété. Donc insécurité, incertitude. Je crois qu'il y avait là deux bonnes raisons pour qu'on soit du côté de ce conformisme ou de cette soumission. Après, ça appellerait d'autres réponses, des réponses qui appartiennent à d'autres champs. Je sais pas, au champ de la psychanalyse, de la psychologie. Pourquoi on se soumet? Pourquoi est-ce qu'en tant qu'être humain, par exemple, là, concrètement, un cas concret, par exemple, quand on est en manifestation, moi j'en ai fait beaucoup depuis 2 ans, souvent, on a l'avantage du nombre sur l'ordre établi, ou en tout cas le bouclier qui nous empêche d'accéder à notre interlocuteur. Et parfois, on est vraiment en plus grand nombre. Et finalement, on se soumet à cet ordre établi, majoritairement, on s'y soumet, et alors que finalement, les revendications sont « nous ne voulons plus nous soumettre ». Donc cette espèce d'incapacité à être cohérent tout en étant convaincu, c'est-à-dire que c'est tout ça extrêmement sincère. Et à la fois en face, pourquoi est-ce que les forces de l'ordre vont obéir à des ordres qui sont parfois antinomiques avec leur propre système de valeurs? Et on sait que dramatiquement, il y a des policiers qui se suicident, il y en a eu énormément depuis le mois de janvier. Donc il y a des... Quand est-ce qu'on arrive à ce point de rupture où on ne fait pas ce qui est bon pour soi, où on n'est plus en accord avec ses convictions, alors que profondément on l'est, mais il y a quelque chose qui empêche. Cette soumission-là, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Même les poissons, ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent un bloc. Je veux dire, c'est quand même fou, quoi. Alors les poissons, je suis pas sûr qu'ils comprennent systématiquement qu'il est nécessaire de faire bloc. Mais les poissons argentés, là, qui bougent comme ça, là, d'un coup, tous ensemble, ils sont intouchables, mais individuellement, ils sont tout seuls, quoi. Eux, ils comprennent ça. Ouais, à l'inverse, pour ceux et celles qui sont coutumiers des vidéos animalières, on va voir un lion arriver au milieu d'un troupeau de buffles, et il est clair que si les buffles faisaient tous front à ce moment-là, le tigre ou le lion n'y pourrait rien. Mais l'instinct fait que la plupart des buffles partent en courant et en ordre dispersé. Et le plus fragile se fera manger la plupart du temps. Donc les choses sont pas aussi simples dans la nature. Mais en écoutant la question qui est la tienne, je prenais des notes parce qu'il y avait 3 choses qui me venaient à l'esprit. La première chose, oui, c'était une grande question, mais c'est logique, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que on se soumet, ou qu'est-ce qui fait que, bien qu'on soit plus nombreux ou animés de convictions très fortes, on ne met pas ses actes en accord, ou on ne prend pas le dessus? Alors, les 3 petites choses que j'ai notées, c'est effet témoin, soumission et dissonance cognitive. Si je prends le premier sur l'effet témoin, il y a eu de nombreuses expériences en psychologie sociale, notamment aux États-Unis, autour de la question suivante. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un se retrouve dans la rue, étendu dans le caniveau ou agressé, eh ben, la plupart des gens ne réagissent pas? Pourquoi? On est sans doute sur quelque chose qui est du même ordre. En tout cas, l'effet témoin peut peut-être l'expliquer. Expérience de référence. Cette personne est seule dans le caniveau
étendu, et moi, je passe au milieu de la foule. Je vois bien qu'il y a une personne étendue, mais je n'interviens pas. En tout cas, la plupart d'entre nous, je n'ai plus les chiffres en tête, mais disons 90% ou 95% d'entre Ralentissent devant nous, l'accident de la route. Enfin, voilà, on n'intervient pas, on regarde, on est témoin d'eux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre tête la plupart du temps? La plupart du temps, on se dit soit ça ne me concerne pas, soit, et plus massivement, d'autres vont le faire. D'autres. À l'inverse, si je passe sur le même lieu avec cette personne étendue et que je vois bien que je suis le seul à pouvoir intervenir et que ma vie n'est pas en danger et que j'ai éventuellement les moyens et les ressources de faire quelque chose, ne serait-ce que de parler à cette personne, de m'assurer qu'elle va bien, alors il y a déjà beaucoup plus de chances que j'intervienne parce que je suis seul à le pouvoir le faire. Et si d'autres m'observent depuis leur fenêtre et que je vois bien qu'ils me regardent, ne pas intervenir ou intervenir, ça va m'inciter à le faire. Autrement dit, il y a un effet de foule qui nous entraîne à ne pas réagir dans la plupart des situations. Pas toujours, mais dans la plupart des situations. Donc ça, c'est le premier élément qui me vient à l'esprit. On se dit bien souvent que d'autres le feront à notre place et on n'intervient pas. La deuxième chose qui me mais vient, c'est c'est... lâche, non? Alors, on peut le regarder comme de la lâcheté. Les spécialistes qui se sont penchés sur la question ne l'abordent pas exclusivement sous cet angle-là. Ils se Mais plus disent de aussi, la survie, ouais. ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. La peur de l'inconnu, à qui est-ce que j'ai Ouais. affaire? On sait aussi qu'on n'interviendra plus si on se promène en attaché-caisse si on voit quelqu'un qui est dans le caniveau en attaché-caisse que si on voit un sans domicile fixe Oui, j'ai vu cette expérience. Ouais. qui s'est vomi dessus, par exemple. Ouais. Donc, on aura plutôt tendance à intervenir auprès de gens qui nous ressemblent. Alors, est-ce que c'est de la lâcheté ou du conformisme ou de l'identification? Les psychologues auraient tendance à dire qu'on intervient plus facilement auprès de gens qui nous ressemblent. Et comme on est, comme l'être humain catégorise, on fait des catégories entre des gens qui nous ressemblent et des gens qui nous ressemblent pas. Celui-là est un gilet jaune, celui-là est un flic. Auprès d'un gilet jaune, j'interviendrai. Est-ce que j'interviendrai auprès de ce policier qui, dans ma tête, est un flic? Pourtant, l'un et l'autre sont blessés. Autrement dit, je catégorise et je vais plutôt intervenir auprès de gens qui, me semble-t-il, me ressemblent, sont susceptibles de partager des choses émotionnellement ou des actions ou des valeurs, et ce qui fait que l'autre, en définitive, nous est étranger. Alors c'est assez étonnant de le dire ici, parce que c'est plus une histoire de nationalité, mais ça peut être une histoire de genre ou de sexe, ça peut être une histoire d'appartenance politique, ça peut être tellement d'autres choses encore. Est-ce que c'est lâche? Certaines personnes n'interviennent que quand ils sont sûrs de pouvoir être efficaces. On sait que, par exemple, les sauveteurs, ceux qui ont été formés, soit dans le cadre du travail, soit dans le cadre des gestes d'urgence, vont intervenir plus facilement que des gens qui ont le sentiment de ne pas avoir de compétences. Donc, il y a aussi la question du sentiment de compétence qui va intervenir de façon importante. Il y a l'identification, mais il y a aussi le sentiment de compétence. Il y a le fait de se sentir observé ou d'être dans une foule anonyme, de penser que d'autres vont le faire ou qu'on est le seul à pouvoir agir. Donc ça pose le problème de la responsabilité individuelle. Et bien sûr, des gens qui ont des valeurs extrêmement fortes, en général, vont tenter de mettre leur comportement en accord avec leurs valeurs. Mais c'est une histoire pas simple. J'y reviendrai peut-être si on traite de la dissonance cognitive. Ce ne sont pas toujours nos valeurs qui sont aux commandes, alors qu'on pourrait C'est rêver. ça, c'est ça. Nos qui, qui guident notre action. Mais la réalité nous montre que bien souvent, c'est pas le cas. Moi, La j'aimerais bien question, comprendre pourquoi. la question que tu posais tout à l'heure, elle a à voir aussi avec la question de la soumission. Mhm. La psychanalyse, alors bon, pour ceux ou celles que ça Ouais, intéresse, la référence ouais, c'est Mandel et la sociopsychanalyse. Mandel nous dit que nous sommes soumis dès la plus tendre enfance à l'autorité. Dès la plus mhm. tendre.
On est dépendant biologiquement de nos parents ou de ceux qui jouent le rôle de substituts parentaux. On est dépendant d'eux. Donc se révolter contre eux, c'est risquer d'être privé de soins. Notre tendance naturelle quand on est tout petit, c'est à nous soumettre à nos parents parce que même le fantasme de la rébellion nous fait peur vis-à-vis de ces figures parentales. Bon, alors c'était particulièrement vrai dans des sociétés très autoritaires où les parents étaient investis de l'autorité pleine et entière. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui. Mais en tout cas, il y aurait cette fragilité au départ qui serait renforcée tout au long de la vie à travers toutes les institutions, même si aujourd'hui les institutions battent de l'aile, mais voilà, la police, la justice y participent, hier l'Église ou l'armée ou l'école, tout ça fait de nous des citoyens ou citoyennes qui prennent l'habitude très tôt de se soumettre aux figures d'autorité. C'est une question. Mais c'est vrai que ce que vous dites, ce que tu dis, pardon, c'est vrai. Moi, je l'ai ressenti un jour où il y avait des violences policières sous nos yeux. Et il y en a qui sont partis. Bah, de toute façon, chacun réagit comme il peut. Et ça, il y en a qui voulaient faire une répression à leur tour. Et j'ai entendu ceux qui n'y allaient pas dire: je ne veux pas leur ressembler. C'est pas que j'accepte ce qu'ils font en ne faisant rien, c'est que je ne veux pas ressembler à ce qu'il y a devant moi. Donc finalement, ne rien faire à ce moment-là, c'est le contraire d'être lâche vis-à-vis de ses valeurs à soi. Il y a tellement de façons de réagir. On peut réagir violemment au nom de la principale violence, c'est la violence de l'oppression, la violence capitaliste, la violence du système. La violence qui est celle de, je sais pas quoi, des travailleurs, des mouvements sociaux, elle vient en réaction à cette première violence fondamentale. Et donc, ça va être le discours des Black Blocs ou d'une partie du mouvement social ou d'une partie. Mais les Black Blocs, quoi qu'on en dise, moi, ce dont j'ai été témoin, ont été des gens extrêmement respectueux, extrêmement vifs, et ont été. Je ne porte pas de jugement de valeur sur ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Je dis simplement ce que j'ai vu. J'ai vu que c'était les seuls qui répondaient en réciprocité de violences reçues. La violence que les manifestants reçoivent sans réagir, justement, pour ne pas outrepasser leur système de valeurs. Les Black Blocs répondaient en proportion de cette violence invisible et visible. Je n'étais pas du tout dans le jugement. J'étais en train de dire que, précisément, on est dans une mouvance qui, elle, décide qu'elle soit symétrique ou qu'elle ne le soit pas, mais de répondre à la violence par la violence. D'autres décideront, derrière Gandhi, Martin Luther King, Pierre Rabhi et bien d'autres, d'être dans des formes de désobéissance civile ou d'action non violente. D'autres, enfin, se soumettront. D'autres encore chercheront, je sais pas, à changer les choses par la voie des urnes. Enfin, il y a une multiplicité de réponses possibles. Je ne sais pas si elles sont hiérarchisables. Les gens sont différents de par leurs expériences, de par leur histoire, de par leur expérience de la violence, par exemple. Sur la soumission, j'étais sur le modèle de Mandel tout à l'heure, de cette infirmité biologique qui nous amène très tôt à nous soumettre. Mais la soumission a été étudiée notamment par un psychologue américain du nom de Milgram dans les années 60. Parce que beaucoup de psychologues à l'époque se sont posé des questions autour de comment la Shoah a-t-elle été possible, comment la solution finale a-t-elle été possible, comment de bons pères ou de bonnes mères de famille ont pu se transformer en bourreaux. Bref, qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Et donc, on a toute une série d'expériences très diverses, dont les expériences de Milgram sur la soumission. Qu'est-ce que nous montre? J'invite les abonnés à aller se renseigner sur l'expérience de Milgram. M-I-L-G-R-A-M ou 2-M? Non, un seul M. Oui, c'est bien ça. Et ouais, c'est une expérience très qui arrive à convaincre les gens qui font une bonne action en torturant d'autres gens. Et ils arrivent à en être convaincus, quoi. Ouais, on est dans une histoire où à partir du moment où on est partant au départ, où on accepte de se soumettre légèrement, avec l'impression en plus d'être libre dans cette soumission au départ, on est capable d'aller tuer des gens. 70% d'entre nous, on est capable d'aller envoyer des décharges de 400 ou de 600 volts à quelqu'un
au motif qu'il s'agit de faire avancer la science, au motif qu'il y a une blouse blanche, un médecin qui est là et qui contrôle la science, L'uniforme, ouais, il y a un uniforme. qui Il y a une contrôle, figure d'autorité. une figure d'autorité, c'est exactement le bon terme. Ça a été repris par Jean-Léon Beauvois il y a quelques années, là, au début des années 2010, avec le jeu de la vérité. Là aussi, on peut conseiller aux gens d'aller voir ce fameux jeu de la vérité qui a été sous le contrôle de Jean-Léon Beauvois, produit par France 3, où on se rend compte là que c'est 80% d'entre nous qui sommes capables d'aller envoyer des décharges électriques mortelles à quelqu'un. Et l'autorité, cette fois-ci, ce n'est plus un homme de science, c'est une animatrice de jeux télévisés. On est Ouais, c'est les Requiem for a Dream, quoi. les 4/5e d'entre nous, on est capable de nous soumettre pour peu qu'on ait le sentiment de n'être que l'agent d'une autorité. Et si on reprend les comportements du côté des violences policières, hein, puisque là il s'agit véritablement d'une autorité censée représenter l'État, je crois qu'il n'y a pas à être surpris que la grande majorité des policiers, notamment des CRS, de la brigade anticriminalité, etc., appliquent des ordres qui peuvent, que certains ou certaines d'entre eux peuvent éventuellement rejeter au fond de leur cœur, mais ils les appliquent parce qu'ils sont soumis à cette autorité, parce que ce n'est pas eux qui décident de tirer ou de matraquer. Ce n'est pas eux, c'est leur autorité qui leur en donne l'ordre. Ils ne sont plus que les agents d'une autorité. Et pourquoi est-ce qu'ils ressentent que... Comment on arrive à leur faire croire que d'obéir, c'est avoir du pouvoir? Parce qu'ils ont la sensation d'avoir du pouvoir. On le voit dans leur regard, dans leur comportement. Ils sont certains d'avoir du pouvoir alors qu'ils ont une oreillette qui leur dit « faites ça ». Comment on peut être convaincu qu'on est fort et qu'on est affranchi de... Comment c'est possible? Alors là-dessus, je n'ai pas de réponse toute prête ou immédiate. Par contre, ce qui me paraît évident, c'est que ce qui fonctionne, c'est ce que les psychologues sociaux appellent la théorie de l'engagement. Ce qui nous engage, ce sont les actes que nous posons. Ce qui nous engage, ce sont les actes que nous posons. Et si on commence à poser de petits actes, eh bien, on va rentrer dans une espèce de spirale ou de puits sans fond où les actes suivants qu'on pose nous sont imposés par les premiers. Je décide d'aller au cinéma, voir un film qui a été annoncé à l'avance. Pour assister à cette séance de cinéma, il faut que je fasse garder mes enfants. Je prends contact avec des copains ou des copines, on décide d'y aller ensemble, on prévoit les choses longtemps à l'avance puisqu'on fait garder nos enfants, on connaît le jour de sortie du film, on va faire 3/4 d'heure de voiture pour se rendre à ce cinéma, on va faire la queue pendant 1 heure, et enfin on rentre dans la salle. Et on s'embête, on s'emmerde, on perd son temps, on se fait chier grave dans les 10 premières minutes du film, et pourtant on reste dans la salle. On reste dans la salle en se disant, c'est le départ, le début. Et au bout d'une demi-heure, on s'ennuie toujours autant. Mais on reste parce que c'est pas possible, il va se passer quelque chose. Et au bout d'1 heure, on est toujours dans la salle parce qu'on a payé son billet, parce qu'on a fait ces 3/4 d'heure de route, 7 heures de queue, qu'on a fait garder nos enfants et qu'on va pas sortir de la salle comme ça. C'est les premiers actes qu'on a et on va rester jusqu'à la fin et on va s'ennuyer jusqu'au bout. Parce qu'il reste plus que 10 minutes de film, on reste jusqu'au bout. Évidemment, et ce qui explique qu'on reste jusqu'au bout sur un film où on s'ennuie, c'est pas une soumission qui tomberait du ciel, c'est tous les actes qu'on a posés en amont qui nous ont engagés petit à petit à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai dans des histoires de couple, et c'est vrai dans des histoires professionnelles, et c'est vrai dans des crédits de maison, et c'est vrai dans des tas de situations. À l'inverse, si ce jour-là, la séance est gratuite parce que c'est la journée du cinéma, que je passe devant, que j'ai 2 heures devant moi, mais que j'ai 10 millions d'autres choses possibles à faire, que je rentre dans la salle et qu'au bout de 10 minutes je m'ennuie, ben je sors. Rien ne m'a engagé. Donc, ce que nous dit la théorie de l'engagement, c'est que bien souvent nos actes sont expliqués par tous les actes qu'on a posés en amont. Alors, ce policier,
ce policier qui exécute des ordres qu'il peut considérer comme iniques ou disproportionnés ou injustifiés ou anormaux. C'est quelqu'un qui a été préparé à la fois par la formation qu'il a suivie, par les contrats qu'il a signés, par la dépendance financière qui est la sienne en tant que fonctionnaire, par l'ensemble des petits actes qu'il a posés précédemment. Aujourd'hui, les syndicats de policiers qui dénoncent le racisme dans la police ou qui demandent la démission de Castaner, alors je ne parle pas de ceux qui manifestaient hier dans la rue, mais des autres, c'est des policiers ultra minoritaires et qui savent qu'ils vont être réprimés par leur hiérarchie et qui sont en grande difficulté pour dire les choses. Ils le Bien sûr. font, ils vont au bout de leurs convictions et de leurs valeurs, mais c'est une extrême minorité, de la même façon que nous ne sommes que 20% à ne pas envoyer des décharges électriques mortelles pourvu qu'on soit Ouais. soumis à une autorité. On est dans Finalement, des... est-ce que tout ça, c'est pas... Si c'est la prime enfance, rapport à ses parents, le besoin vital de l'autre, l'interdépendance, etc., est-ce que finalement, là, si je résume, ce qui ressort, enfin moi, ce qui me saute aux yeux, c'est on a besoin d'une autorité. Ouais, c'est pas tout à fait ce que je dis. On a besoin de points de repère, on a besoin de sécurité. Et donc, on a besoin de règles, on a besoin de valeurs, on a besoin de morale, on a besoin de croire en des choses. Et à certains moments, oui, sans doute, pour éviter un certain nombre de débordements, parce que nous-mêmes, en tant que citoyens, on est propriétaire ou pas de notre voiture, propriétaire ou pas de notre appartement, propriétaire ou pas du portefeuille qu'on a dans la poche. Mais évidemment qu'on n'a pas envie de voir sa voiture incendiée, évidemment qu'on n'a pas envie de se faire agresser dans la rue, ou que, en tant que femme, de se faire agresser ou violer, ou en tant que père, ou en tant que compagnon. De... Donc oui, on a besoin à un certain moment donné que des personnes soient là pour faire respecter la loi. La loi nous est nécessaire. Certains ou Oui, certaines d'entre nous sont extrêmement autonomes et cette loi, on se la construit. On n'a pas besoin d'avoir un policier derrière nous 24 heures sur 24. D'autres sont dans un fonctionnement qui s'explique par leur histoire personnelle, qui est un fonctionnement de transgression systématique des lois, parce que pour 10 millions de raisons, c'est pas le oui. lieu pour les expliquer. Oui, on a besoin d'autorité, certainement. Mais cette autorité, Certains le trouvent dans la religion, d'autres avec leur époux, leur épouse, d'autres avec leur corps de métier, d'autres... dans une communauté, dans un espace de vie, enfin, qui a des règles, qui a des principes. L'autorité, elle peut être collective ou pas. Ça, Et c'est est-ce que des la choix. révolte, là, la révolte sociale, est-ce que justement elle n'est pas aussi convaincue et déchirée et souffrante parce qu'elle a été trahie par son autorité? Elle se sent trahie par son autorité. Donc ça génère une colère, la figure paternelle de l'État, il y a une espèce de désaccord qui fait énormément de mal aux gens. La colère, c'est une émotion fondamentale. Elle nous est nécessaire dans plein de cas. On parlera d'une juste colère, d'une bonne colère. Et dans certains autres cas, elle vient juste témoigner de la souffrance qui est la nôtre. Quand on est en colère, c'est qu'on est humilié. Quand on est en colère, c'est qu'on n'est pas reconnu. Quand on est en colère, c'est qu'on pense être victime d'une injustice ou qu'on voit des gens autour de nous victimes de cette injustice et que ça nous révolte parce qu'on s'identifie à ces personnes-là. Alors la colère, comment dire, on ne va pas se poser la question de la légitimité de la colère. Si colère il y a, c'est qu'il y a un besoin chez les personnes qui n'est pas satisfait. Quand je suis en colère, c'est que je me sens humilié par mes proches ou pas reconnu ou pas écouté ou pas considéré. Et quand un groupe social, un groupe humain est en colère, c'est que il est victime d'injustice ou humilié ou pas reconnu. Donc si je ne suis pas écouté, individuellement ou collectivement, si j'ai l'impression que les décisions qui sont prises sont injustes et ne tiennent pas compte de, alors j'exprime de la colère, forcément, parce que les alternatives, elles sont pas nombreuses. Les autres alternatives, c'est la passivité, c'est le retrait, c'est la soumission. Mais le retrait, la soumission, la passivité, il y a toujours un coût à payer.
C'est-à-dire qu'on le fait avec de la frustration, on le fait avec la boule au ventre, on le fait et ça peut pas tenir sur la durée. Ouais, j'entends. Mais j'espère que ça aura éclairé pas mal de monde parce que c'est vrai que toutes ces réactions contradictoires, comme je voulais simplement votre opinion aussi, ton opinion pardon aussi sur les réactions. Alors c'est anecdotique, ça aurait été autre chose, je veux dire, mais d'achat compulsif de papier toilette Oui, que personne n'a compris, mais pas même ceux qui l'achetaient. Je veux dire, oui. alors Je me- à tes yeux, qu'est-ce qui se passe dans la tête là à ce moment-là, quand on devient comme ça, quand on réagit comme ça? Sauf qui peut, je, je pensais à moi et que à moi. Euh, c'est tout le problème hein, quand on se sent en situation d'insécurité, d'anxiété, d'angoisse, on se raccroche à des petites choses, des choses qui peuvent paraître totalement insignifiantes, totalement disproportionnées. Mais oui, il y a eu des achats compulsifs de ce type-là. Je sais bien que c'était impossible de commander ou de trouver du papier toilette, des pâtes, du riz, enfin, des choses très basiques. On est du côté des besoins primaires. Là aussi, référence rapide à un auteur À qui s'appelle... Maslow, Ah, bravo à Abraham Maslow. Maslow petite qui pyramide fait la fameuse pyramide avec tous les des guillemets du monde besoins. des besoins. On est sur des besoins de survie et des besoins de sécurité. On est sur les deux premiers niveaux de besoins. S'alimenter, mais aussi se laver, avoir un toit. Enfin, on est dans les besoins de base. Et on va se rassurer avec nos papiers toilettes ou nos... Oui, je me souviens de ces 2 étés de canicule où on trouvait plus un litre d'eau D'eau dans et plus de les... ventilateurs, ouais, dans les Ouais, EHPAD. ah voilà, ventilateur, c'est ce dont j'ai besoin à cette minute. Je, je tente de lancer le mien parce que je suis, Vas-y. je sais pas si le, voilà. Et merci, c'était le mot Ah magique. bah, C'était le mot magique. oui, c'est Euh, des comportements qu'on a beaucoup n'ont pas compris, vraiment. De se ruer, ils cette sont, ruée, quoi. on peut Alors que les militants dénoncent le capitalisme, se bat contre on peut des les marques, regarder, et ils achètent. on peut les, on peut les regarder comme totalement irrationnels. On peut les regarder comme simplement l'expression de besoins non satisfaits. Si ces besoins non satisfaits, c'est des besoins de sécurité, Ah bah alors ça, on c'est va une se belle image raccrocher. pour le papier toilette, hein. Besoin pas satisfait, c'est d'où l'explication du Ouais, papier ben voilà, toilette. voilà. C'est un besoin. On laisse les auditeurs imaginer ce qui est derrière ce terme de besoin. Euh, en même temps, en même temps, on n'est pas, et l'être humain n'est pas uniquement ce qu'il fait. Mhm. On rêverait, on rêverait toutes et tous, peut-être, mais il me semble, là c'est le psychologue qui parle, qu'il s'agit d'un rêve adolescent. On peut rêver d'être tout d'une pièce. On peut rêver d'être toujours en accord avec soi-même. On peut rêver d'être toujours aligné, mes pensées, mes émotions et mes actes vont toujours dans le même sens. En réalité, les choses sont bien souvent plus complexes que ça, parce qu'on est au sein d'un environnement, parce qu'on est au sein de groupes qui comptent pour nous, parce qu'on est influencé par les comportements des autres, parce que comment est-ce que je peux être un citoyen parfait qui ne fraude pas si je vois que les politiques fraudent? Comment est-ce que je ne volerai pas si je vois à tous les niveaux de la société, il y a des gens qui sont en situation de pouvoir et qui volent? Comment l'environnement, la situation qui est la mienne, les modèles qui sont les nôtres, ce que feront les autres collectivement, a une forte influence sur nos comportements. Je ne suis pas au milieu de nulle part. Alors, il y a des gens qui arrivent, qui ont les ressources, la force ou les bonnes personnes autour d'eux et qui arrivent à s'extraire de tout ça et qui arrivent à être dans des comportements totalement alignés. Mais la plupart d'entre eux ou d'entre elles vivent de façon relativement à la marge
de la société. Et c'est très compliqué d'être à la marge de la société sur la durée. Moi, j'ai des potes qui sont écolos à mort, qui sont dans des jardins partagés, qui trient, qui n'ont que des produits bio. D'ailleurs, ils les fabriquent eux-mêmes, qui se nourrissent exclusivement et qui sont en train de tourner vegan parce que l'industrie alimentaire, etc., etc. Et tu sais quoi? Ils prennent l'avion et pas qu'une fois, et pas qu'une fois dans l'année. Autrement dit, mais c'est comme commander sur Amazon et d'aller et d'être à voilà, Extinction Rebellion ou d'être et commander un Uber ou aller dans un Airbnb. livraison de pizza ou voilà. ouais. Nous ne sommes pas faits d'une pièce. Il y a du décalage quelquefois entre les intentions et les actes. Il y a de l'ambivalence. Il y a de l'ambivalence. Et on ne sait jamais, quand on observe de l'extérieur, quelles sont les réelles motivations de la personne qui est devant nous. C'est quelquefois, toujours en référence à la psychologie sociale, on parle de l'effet acteur-observateur. Quand on est observateur d'une scène, on juge la personne, on attribue son comportement à un trait de personnalité et on oublie complètement l'environnement, le contexte, les intentions. Quand on est nous-mêmes acteurs, on a plein de choses dans la tête et plein de connaissances que l'observateur n'a pas. Moi, si je vois quelqu'un, je suis un feu rouge, je m'apprête à traverser, je vois une voiture qui démarre plein pot devant moi et qui manque de me renverser, je dis immédiatement quel connard, quel chauffard, un assassin, bref. Son comportement, pour moi, instinctivement, c'est lié à sa personnalité. Mais ce que je sais pas, c'est si sa femme ou son fils vient d'être hospitalisé d'urgence, s'il a la lumière dans le visage et qui l'empêche de voir la couleur du feu, s'il n'a pas vu le feu qui passait au vert, au rouge à côté et qui pensait qu'il pouvait passer au vert, je sais pas tout ça. Je méconnais ses conditions de vie, je méconnais son environnement, je méconnais ses intentions, mais je juge immédiatement. En fait, derrière chaque personne, il y a une histoire. Ouais, je crois. Et puis certains ou certaines d'entre nous, je ne sais pas si je vais trop loin dans les réponses que je donne, donc interromps-moi sans hésiter. Non, ça va, j'ai une question qui me taraude. Vas-y, je t'en prie. Bon, d'accord. Il me semble, en tant qu'être humain, on est fait d'esprit, on est fait d'émotions, on est fait de chair. Autrement dit, on a des idées, des valeurs, des opinions, des représentations. Des actions. On a des émotions et on agit, on fait, on a des comportements. Ces trois éléments sont présents en chacun et chacune d'entre nous. Et évidemment, l'idéal, c'est que tout ça soit aligné, tout ça soit cohérent, soit congruent, soit en osmose, que tout aille dans le même sens. Mais la réalité est très... Et un abonné qui pose une question qui est proche de celle que je veux poser, je vais faire un mélange des deux. Cette société-là, cet écosystème, pour reprendre l'éthique de langage du professeur Raoult, cet écosystème capitaliste, libéral, qui se doit d'être rentable à tout prix, est-ce qu'il retarde l'émancipation ou l'affranchissement de la soumission? Parce que est-ce que ça profite pas au système, cette soumission? Alors, cette création de besoins permanents, cet environnement de peur. Nous sommes tous et toutes inclus dans des systèmes et des sous-systèmes. Le système libéral ou le système capitaliste, peu importe comment on l'appelle, mondialisé, est un système au sein duquel nous sommes insérés. De façon très forte ou à la marge, et ce système a cette capacité à tolérer des comportements et des gens qui sont à la marge du système. C'est sans doute une force extraordinaire de ce système que d'être capable de tolérer, voire de changer un certain nombre de choses. On le voit sur la question de l'écologie, on l'a vu sur le féminisme, on le voit sur un certain nombre de choses qui étaient extrêmement marginales et qui aujourd'hui, si elles ne sont pas dominantes, ont changé. C'est donc un système qui a une grande capacité d'intégration.
Et tout système fonctionne sur ce mode-là, c'est-à-dire qu'il conditionne un certain nombre de comportements tout en acceptant un certain nombre de marges de liberté. D'ailleurs, il a besoin de ces marges de liberté parce que le système ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas des gens qui créaient, s'il n'y avait pas des gens qui innovaient, s'il n'y avait pas des gens qui proposaient des réponses en réponse à des solutions ou des objets en réponse à un certain nombre de besoins. C'est un système qui, pour fonctionner, a besoin aussi de créer des besoins, en tout cas de créer des demandes, des attentes, et aussi des comportements de consommateurs et aussi des comportements de soumission. C'est vrai pour le système global, mais c'est vrai aussi pour nos sous-systèmes, sous-système de l'entreprise, sous-système familial, mais sous-système d'une communauté de vie, par exemple, d'une colocation ou d'un lieu de vie. On est sur des sous-systèmes qui, eux aussi, ont besoin d'un certain nombre de comportements. Comment est-ce que cette communauté de vie, comment est-ce que ce lieu de vie pourrait fonctionner s'il n'y avait pas un minimum d'adhésion à son fonctionnement? Alors ça fonctionne par soumission, mais ça fonctionne aussi par conformisme. On se conforme simplement pour être accepté et on a des comportements qui sont en accord avec nos valeurs, mais on suit, on est un peu mouton dans cette histoire. Ça fonctionne aussi par normalisation. On s'adapte les uns aux autres, on fait avec le point de vue de l'autre. Moi, dans mon village, au sein de mon conseil municipal, eh ben, ça tracte, il y a des gens qui arrondissent leur position les uns les autres. Au sein de ma famille, ça fonctionne comme ça aussi. Il n'y a pas que la soumission comme modèle. C'est l'un des modèles, mais ce n'est pas le seul. Et il y a aussi de la place pour l'innovation. Autrement dit, il y a plein de modalités d'influence. C'est dans les régimes, il me semble, hein, en tout cas c'est le point de vue qui est le mien, c'est dans les régimes complètement totalitaires que ça ne fonctionne que sur le mode de la soumission. Oui, bah oui. Et, La Corée, Corée du Nord. et même si on peut dénoncer ici ou là des dérives totalitaires ou avoir le sentiment que la société française et d'autres bougent dans ce sens-là et qu'on n'est peut-être plus complètement dans une démocratie, ou en tout cas que la démocratie est un peu vide de sens quand la majorité n'est pas écoutée ou ne se sent pas écoutée. Néanmoins, on ne fonctionne pas sur un mode purement de soumission. Il y a des marges de manœuvre, il y a l'innovation, il y a des possibilités d'exprimer des désaccords. Quelquefois, il faut en payer le prix. Et il y a des gens qui ont perdu un œil ou une main ou autre chose parce qu'ils voulaient se faire entendre. Et Mais il y a de l'espoir, donc, que certaines personnes aillent au bout de leur système de valeurs. Et oui, moi je suis persuadé de ça. Sinon, la vie vaudrait pas le coup d'être vécue. Sinon, on se mettrait tous et toutes des balles dans la tête. Sinon, on aurait comme seule réponse de tout faire péter. Moi, je fais pas partie des gens qui pensent que ça prépare un monde meilleur. Donc, ça n'a pas ni pour soi ni pour les autres. Oui, je pense qu'il y Ça a des... tombe bien parce que sur Ethique, on avait très envie aussi de partager et de donner aux abonnés des bonnes nouvelles. Et ça fait du bien d'entendre un psychologue et formateur, donc quelqu'un qui est au cœur à la fois de la prévention et au plus près des gens, finalement, de ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, d'entendre qu'il se passe de belles choses dans les têtes aussi, qu'il y a de l'espoir autour de tout ça et qu'il y a encore énormément de gens de qualité ou qui essayent de penser bien. Voilà. Le changement, c'est quelque chose de compliqué. Je ne sais pas si ça devait être le mot de la fin ou pas, Maud. Ça va pas tarder, mais je t'en prie. Une invitation à rebondir ou pas? Parce que je peux continuer pendant des heures entières. Ah bah, je sais bien. Mais d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller regarder tes vidéos sur YouTube. Ouais, j'ai une page Facebook professionnelle, Didier Landau, formateur, psychologue et consultant, sur lequel il y a aujourd'hui 137, 140 vidéos. Et les 70 premières sont sur ma page YouTube, Didier Landau. C'est des vidéos très courtes, voilà, c'est des formats, des formats courts et simples. Entre 3 et 6 minutes, ouais. Oui, j'essaie pour le coup, je fais partie des gens qui pensent que
je vais le faire un peu pompeusement, que la connaissance, c'est quelque chose qui doit être partagé. En tout cas, il y a des connaissances, il y a des réflexions plus personnelles. En tout cas, on a le droit pour réfléchir, comprendre et agir, d'aller chercher des points de repère, des clés de compréhension. Euh, je m'apprêtais à dire un dernier mot sur la dissonance cognitive, Vas-y, je t'en prie. et qui était un des angles d'attaque que tu m'avais Oui, proposé au départ, oui. à toi et d'autres au sein de l'équipe. Dans la clique. Ouais, dans la clique, c'est ça. Alors, la dissonance cognitive, on doit ça à un psychologue américain du nom de Festinger, euh, qui nous dit en gros qu'on est dans un état de tension, dans un état d'insatisfaction forte, lorsque on a une opinion et un comportement qui sont décalés, qui sont en désaccord, qui s'opposent. Par exemple, je pense que la consommation c'est de la merde et j'attends à la minute du déconfinement, je vais aller me payer plein de Un trucs parce que McDo. ouais, par exemple, on a là un comportement qui a priori est loin des valeurs qui sont les miennes ou des opinions qui sont les miennes. Donc on parle de cet état de dissonance cognitive. Lorsqu'il y a un décalage entre deux comportements, ou entre un comportement et une opinion, voire entre deux opinions. Je suis en état de dissonance cognitive, ça crée de la tension. C'est une difficulté auquel on a à faire face. On a en gros trois solutions en face de ces états de dissonance cognitive. Ceux qui nous font souffrir, ceux qui nous mettent mal à l'aise, où on se dit, waouh, je suis en contradiction avec ce que je fais ou avec ce que je crois. La solution la plus simple, c'est le déni. On fait comme si ça n'existait pas. Ou non, j'ai pas mangé, ou j'ai rien mangé. Je me souviens même pas d'être allé au McDo. Voilà, ça, c'est du déni. La deuxième solution, c'est d'étayer ou de rééquilibrer, nous disent les spécialistes. On va aller chercher des arguments supplémentaires pour justifier le comportement qui est le nôtre. Ouais, mais c'était qu'un McDo. Et puis si c'est pas moi qui le mange, ça sera quelqu'un d'autre. Et puis de toute façon, c'est une goutte d'eau dans un océan. J'attends de changer le système. À ce moment-là, j'arrêterai avec les McDo. Euh, Bref, on minore le comportement qu'on a eu, ou on se donne des arguments supplémentaires pour le justifier. Bref, on ne change pas. Quand on est dans le déni, dans l'étayage ou dans l'équilibrage, on continue de fonctionner avec le même comportement. Et dans 80% des cas, on est dans le déni, le rééquilibrage ou l'étayage. C'est très rare d'être dans le changement. Parce que le changement, c'est ce qui est le plus coûteux. Non pas le changement d'opinion, mais le changement de comportement. Ça nous coûte terriblement. Il y a aussi des changements d'opinion qui sont très coûteux, mais c'est une autre histoire. Euh, pour changer, et c'est peut-être le dernier mot que je pourrais dire sur le sujet, pour changer véritablement de comportement, les spécialistes ont mis en évidence qu'il y avait quelques aides à ce changement. Le premier de ces facteurs, c'est de prendre des engagements devant des tiers, pas simplement tout seul, mais de s'engager. Comme ça fonctionnent les alcooliques anonymes, par exemple. Bah, comme le général de Gaulle, hein. Il l'a annoncé en Conseil des ministres, le général ne fume plus. Il pouvait plus Et, fumer, hein. ben, il s'était engagé devant les autres. C'est Ah difficile bah de ouais, revenir en c'est arrière. plus possible. Ah bah ouais. La deuxième solution, c'est de ne pas être seul. De ne pas être seul. Je suis témoin d'une agression dans le tram, dans le métro ou dans ma rue. Et je me demande si je vais intervenir. Et j'ai toutes les raisons du monde de ne pas le faire si je suis seul. Peut-être je vais me faire tuer moi-même, je vais me mettre encore plus en danger, ça ne changera rien, je vais faire empirer les choses, je ne sais pas. Donc je n'interviens pas. D'autant plus que d'autres pourraient le faire à ma place. Le Ouais, c'est fameux clair. effet témoin dont on parlait au départ. La solution, c'est de se trouver des alliés, de ne pas être seul face à ce changement de comportement. Et si je vois une personne, deux personnes, trois personnes qui ont le même mouvement que moi et qui ont envie d'intervenir, alors je vais les chercher et on va intervenir collectivement. On est plus fort à plusieurs que seul. L'effet de groupe aide au changement. Et puis, euh, et puis j'allais dire une troisième chose, et puis elle m'est sortie de l'esprit. Mais on voit là au moins deux pistes. Bah, S'engager ce sont devant des bonnes pistes. Moi, j'invite, tous les militants qui se questionnent à retenir
voilà, que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin et qu'on a besoin de retrouver une collectivité et une conscience du nombre et qu'il faut changer. Voilà. Le changement a un coût et il faut se donner des moyens et des outils pour le favoriser. Parce que changer tout seul, c'est compliqué. Bien sûr. Je suis seul, mais mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents, Ouais. mes proches ne changent pas. Waouh, quelle constance il faut pour le faire. Si on se sent pas soutenu et épaulé, il faut avoir des ressources personnelles extrêmement fortes pour changer. Mais il y en a qui arrivent. Oui, heureusement, mais on n'est On y pas arrive. tous et toutes dotés de ces ressources-là pour Bien changer sûr. seul en face des Il autres. faut bien se garder de porter des jugements, surtout. Oui, Voilà. alors ça, je peux que partager ce point de vue. Voilà. C'est juste le petit mot de la fin. Merci beaucoup, Didier. Je vais te libérer les abonnés. Et merci de partager, de relayer cette information qui nous paraissait très importante. Et on avait besoin de ton intervention. Si tu le permets, je te ressolliciterai. J'aurai des questions comportementales et que je pense qui sont bonnes à partager. Merci beaucoup, Maud. Merci à toute l'équipe, qui, à celle qui a pris contact avec moi en amont, Ouais, ouais. et Qui a la tête à à ce- l'envers. à celui qui est derrière les aspects techniques C'est ça. et à toute Les l'équipe. anonymes. Hein, aux anonymes qui travaillent pour le Merci, bien commun, comme des abeilles. merci encore. Ben, Bonne merci fin. à toi et puis bonne fin de journée. Prompt rétablissement surtout. Ouais, oui, j'ai viré une attelle dont j'ai besoin. Je crois que je vais aller la remettre. Ben, va donc. Et puis, tout le monde doit bien s'hydrater, surtout, et continuer à profiter de ces temps calmes pour mieux s'informer et mieux se comprendre les uns les autres. Grosse soif. Je m'hydrate. Merci Merci beaucoup. à toi. Bonne... À très bientôt. Du coup, si tu permets que je te ressollicite, si tu m'y Avec, autorises, je le ferai. avec, avec plaisir si tu as le sentiment que je peux apporter des éclairages utiles. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Didier. Je vous embrasse, la clique éthique. Partagez, relayez, informez-vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite sur Éthique.